Parfait. On va démarrer ce conseil municipal si vous voulez bien. Mesdames, Messieurs, chers conseillers, membres du public, bonsoir. Le quorum étant atteint assez largement, la séance est donc ouverte. Avant de désigner le secrétaire de séance, je veux savoir s'il y a des pouvoirs, en sachant que moi j'en ai un, Madame Blandine Brocard, qui donne le pouvoir à Olivier Perrault, mais qui va arriver dans pas très longtemps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs qui sont donnés? Oui, j'ai Jacobelli. Pierre Jacobelli pour Madame Toutan. Monsieur Drevet avant qu'il n'arrive. Et Monsieur Drevet avant qu'il n'arrive à Monsieur David. Ok, s'il n'y arrive pas d'autres, je vous propose de désigner la plus jeune d'entre nous qui finit par s'habituer, Sandy Madtaverne, en qualité de secrétaire de séance. Avant d'examiner les différents points lors du jour, je vous propose de procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 5 novembre dernier. Est-ce que vous avez à propos de ce procès-verbal des remarques? Non, a priori, pas de remarques spécifiques. Par conséquent, qui est pour l'approbation du procès-verbal de cette séance? Unanimité, pouvoir inclus. Si vous voulez, monsieur le maire. Oui, bien sûr. Je voudrais qu'on ajoute, avant d'entamer l'ordre du jour, un point qui me paraît important pour le territoire, c'est le projet de suppression de Pôle emploi de l'île. Je l'évoque parce que ça me paraît mériter au moins un débat et, si vous le souhaitez, une position du conseil municipal. Oui, c'est une bonne idée. Tout à fait. Corinne Jourjon vous en dira d'ailleurs quelques mots, puisqu'elle a participé à une réunion récemment. Donc, on rajoute à l'ordre du jour. Ok, de mon côté, le premier point qui est à l'ordre du jour de ce conseil municipal, c'est la décision budgétaire modificative numéro 4 dont Corinne va vous parler, sur lequel il y avait un certain nombre de points. Je voudrais que nous puissions d'abord voter sur le principe de rajout d'un point pour cette demande budgétaire modificative. Ce point, Corinne va vous décrire pourquoi on souhaite le rajouter. Corinne. Alors en fait, c'est le FPIC, le Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. Nous avons reçu un mail hier de la trésorerie, nous annonçant son montant. Il avait été budgété pour 6 700 €, c'est ce qui avait été payé en 2013. Et là, il va s'élever cette année à 11 461 €. Donc nous n'avons pas assez de budget sur le compte 73 925 pour pouvoir payer le FPIC avant le 31 décembre. Donc nécessité de rajouter 4 761 €. Donc, première étape, nous votons déjà sur le principe de rajout de ce point, et donc sur la DVM. Qui est favorable à ce qu'on rajoute ce point sur la DVM? Ok, qui est contre? Qui s'abstient? D'accord, s'abstiennent ainsi que les pouvoirs, je l'imagine. Parfait. Pour cette décision budgétaire modificative numéro 4, je vous donne la parole. Corinne. Je vais donc repartir sur le FPIC. Le FPIC, donc l'année dernière 6 016, cette année 11 461. Il faut savoir que globalement, ça va le faire augmenter à l'avenir, puisqu'aujourd'hui l'enveloppe nationale est de 570 millions d'euros et qu'à horizon 2016, l'enveloppe va passer à 1 milliard d'euros. Donc l'effort pour Saint-Germain a quasiment doublé entre 2013 et 2014. Pour financer ces 4 761 € au compte 73 925, nous proposons de diminuer le compte subvention 6 574, sur lequel il reste suffisamment de budget, qui ne sera pas utilisé d'ici le 31 août. Ensuite, l'objet initial de la DDM aujourd'hui était un besoin global de 2 512 € supplémentaires, essentiellement sur le compte investissement école et investissement restaurant scolaire. Il s'agit donc, suite à l'ouverture de la classe, de la nouvelle classe, nous avons dû racheter des mobiliers. Ça avait déjà fait l'objet de la précédente DDM. Il s'avère qu'il manquait encore du mobilier, des étagères, des casiers, etc.
et qu'il a fallu donc rajouter un petit peu de budget. Et puis également le restaurant scolaire, puisqu'il y avait un budget de 1 000 € pour de la vaisselle, des équipements mobiliers, et que la facture métro s'élève à 1 266,38 €. Voilà. Donc pour financer ces 2 511,83 € de dépenses supplémentaires, nous proposons une baisse du budget matériel de bureau et informatique de l'espace mairie du même montant. C'est tout. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette décision budgétaire modificative, Monsieur Deville? Moi, c'est une remarque de forme. Je pense qu'on prend des risques à voter une DBM le 18 décembre, parce que le temps que la délibération de la préfecture aura dépassé la fin de l'année, et donc il peut y avoir un problème de délai. Donc voilà, je vous l'attire. Mais les factures seront quand même honorées parce que, notamment pour les fournisseurs comme Métro et Darty ou Develay, on ne veut pas les faire attendre 2015. Donc, en accord avec la trésorerie, ils ont permis que ces dépenses, que ces dépenses soient passées sur un compte mairie aujourd'hui sur lequel il y a du budget d'investissement. Et dès que les délibérations sont transmises demain ou lundi, il y aura une régularisation du compte espace mairie à l'opération école et restaurant scolaire. L'idée est peut-être qu'on puisse honorer les paiements. Voilà. Sans attendre 2015. Est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant cette décision budgétaire modificative? A priori non. Par conséquent, je vous propose d'adopter la décision budgétaire modificative numéro 4 telle qu'elle vient de vous être présentée. Qui est favorable? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous dis tout le temps, David, et les pouvoirs donc qui détiennent abstention. Bon, l'appel est passé. On peut passer au second point de cet ordre du jour. C'est le téléphone de Mérimée. Je te passe la parole, Blandine. Oui. Pour nous parler du second point qui concerne un certain nombre de subventions qui sont à passer aujourd'hui. On t'écoute pour être éclairé pour les marques. Voilà, donc il y a 3 associations qui font une demande de subvention. La première, donc, c'est l'APQSG, l'association de tennis Quincieux-Saint-Germain. Il y avait un club avant sur Saint-Germain, un club sur Quincieux. Il y a 2 ans, ils ont décidé de se réunir dans une même structure. Voilà, et donc ils ont des installations, des cours et des championnats sur les 2 sites, donc à savoir celui de Quincieux et celui de Saint-Germain. Et nous proposons au conseil municipal d'adopter une subvention d'un montant de 510 €, qui est l'équivalent de la subvention versée par Quincieux. Ok. Concernant cette subvention à la PQSG, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Est-ce qu'on peut rappeler combien il y a d'adhérents sur Saint-Germain et sur Quincieux dans chaque site? Alors j'ai fait la demande, j'ai pas encore la réponse. Voilà, je on a sais une tendance quand même, parce qu'on avait un nombre d'adhérents qui était inférieur de moitié à celui de Quincieux il y a encore un an. Par contre, la rentrée de septembre vient de se faire et apparemment le nombre est maintenant équivalent entre Quincieux et Saint-Germain. 50-50. Voilà. Notre souhait de faire le SMP. Oui, tout à fait. Alors par exemple, pour ce qui est école de tennis pure, il y a beaucoup plus d'habitants de Quincieux, de jeunes enfants de Quincieux qui prennent des cours, mais en revanche, ce qui est utilisation des structures, les adultes saint-germainois utilisent plus que ceux de Quincieux, donc effectivement, il y a un équilibrage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui, on vous écoute. Oui, le montant de la subvention pour réclamer la TQSG était de combien? Est-ce qu'elle était du montant que vous nous proposez ou pas? Non, c'est bien supérieur. il a demandé 800 €. Il demandait 800 €. Et est-ce qu'on sait combien Quincieux donnait à leur club de tennis l'année d'avant? 510, je crois que cette année, ils ont voté la même subvention que l'année passée. Ça veut dire qu'on n'a pas donné la totalité, enfin, on s'apprête à voter une subvention qui est moindre que celle qui est demandée Tout à fait. et moindre que celle qu'on donnait l'année dernière. Puisque
que l'année dernière, on a donné 1010 euros. Oui, mais il y a 2 ans, en revanche, il n'y a rien qui avait été donné en 2012 pour le tennis. Il n'y a aucune subvention en 2012 qui a été... Oui, parce qu'en 2012, il n'y a pas eu de demande. Donc c'était peut-être pour ça qu'à l'époque, vous aviez donné une subvention qui était double, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas comment se justifier cette subvention à l'époque. Nous, on a simplement aligné les subventions sur celles que Quinture mettait compte tenu d'un nombre d'adhérents qui était proche. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur cette subvention? Non. Par conséquent, je vous propose de procéder à son vote qui est favorable à la subvention de bien pour la TQSG. A priori tout le monde qui est contre et qui s'abstient en discutant vis-à-vis de leur pouvoir. Parfait. Seconde subvention qui est demandée, c'est pour Mondor Échec Blanc des Oui, donc c'est une association qui a déposé ses statuts en préfecture cette année, en juin, et donc qui a commencé à la rentrée d'exercer au petit centre. Son objet, donc, c'est autour évidemment du jeu d'échecs, donc il y a de la découverte et de l'initiation, et il y a également de la pratique du jeu d'échecs en compétition. Et donc pour aider au démarrage de cette association, nous proposons au conseil municipal de voter une subvention d'un montant de 250 €, qui permet entre autres l'achat de matériel un peu spécifique. Et de la création. Concernant cette subvention, quelles sont les questions et les remarques s'il y en a? Il n'y en a pas. Si, Je posais la même question. Combien était demandé par l'association Mondor Échec? 600. Mais ça ne me paraissait pas nécessairement justifié au regard du nombre d'adhérents. Elle est naissante, hein. C'est normal qu'ils ont quoi, une vingtaine pour l'instant. Mais ils ont quand même plutôt bien démarré, Oui, en tout à fait. 2 ou 3 mois. Mais c'est une adaptation de l'association et le montant de 600 € se justifiait pas selon nous, compte tenu de ce qu'ils souhaitaient faire. Bien, alors concernant cette subvention, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de voter qui est pour unanimité. Merci. Troisième et dernière subvention, il s'agit de l'association Trait d'Union Blandine. Donc Trait d'Union, c'est l'association en fait qui regroupe les commerçants. Et donc à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous avez vu qu'ils ont bien décoré la Mandillonne entre autres. Alors ils ont acheté donc leur sapin et les décorations. Ils demandent à la mairie une aide pour financer le tapis rouge qui est situé donc devant les commerces de la Mandillonne de part et d'autre, et également en haut du village, par exemple devant le bar tabac. Donc nous proposons au conseil municipal de voter une subvention de 684 € et 16 centimes qui correspond au tapis rouge. Concernant cette subvention, des questions, des remarques. Monsieur David, on vous écoute. Dans la mesure où la commune va en quelque sorte financer le tapis rouge, on peut penser qu'il aurait été souhaitable que le tapis rouge concerne l'ensemble des commerces et esplanades et de la place du 11 novembre. Je regrette pour ma part que certains commerces aient été enjambés. Alors, je ne crois pas qu'ils étaient enjambés, je crois que certains d'entre eux n'en voulaient pas. Tout simplement, ont refusé d'avoir un tapis rouge devant chez eux. Alors, Parce qu'il m'est revenu. Pardon? C'est parce qu'il m'est revenu. Ah bah dites-nous, Non, vous est revenu. non. Bah, si. Non, bah, il m'est revenu que certains avaient été oubliés. Voilà. Bien. C'est ce qui m'est revenu. Je ne vais pas aller plus loin. Non, mais on ira peut-être se renseigner auprès de l'association Trait d'Union pour savoir pourquoi, parce qu'il y en a certains qui sont visibles, enfin, le Spar en l'occurrence, qui a refusé d'avoir un tapis rouge devant son magasin. Alors après, vous parlez peut-être d'autres magasins, on ira se renseigner auprès de l'association Trait d'Union, s'il te plaît, Blanche. Merci. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions? Bien, concernant cette subvention accordée à l'association Trait d'Union pour l'acquisition de ce tapis rouge à l'occasion des fêtes de fin d'année, je demande de bien vouloir voter. Qui est pour? C'est d'accord. Qui est contre? Non, je n'ai pas vu Laurent côté, qui s'abstient. Elle est Elle fait partie de la Ah, pardon, effectivement, excuse-moi, donc unanimité. Or, Et l'abstention. Laurence, Je ne me trompe pas au vote.
Je ne prends pas part au vote. Petite précision. Pardon, vous ne serez pas part au vote? Non, 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 je ne prends pas en Je peux me permettre cette précision, on ne prend pas part au vote de par sa situation. Ok, c'est noté, merci. Parfait, on a fini avec ce second point concernant les subventions. On aborde un troisième sur le recrutement d'enseignants dans le cadre d'une nouvelle activité qu'on souhaite lancer au niveau des écoles de Saint-Germain, en particulier donc de l'école élémentaire. Et je te laisse la parole à Valérie pour nous en dire plus. Donc, nous souhaitons mettre en place une aide à l'apprentissage pour les enfants de l'école élémentaire. Cette aide aura lieu sur le temps périscolaire, donc les lundis, mardis et jeudis, de 16h15 à 17h. Et pour ce faire, nous avons besoin d'embaucher des enseignants pour encadrer cette activité. Donc pour les enfants qui sont déjà au périscolaire, il n'y aura pas de coût supplémentaire. Et pour les enfants qui souhaiteraient participer à cette aide à l'apprentissage, ils auront un coût qui revient à 1 heure de périscolaire, donc suivant leur quotient familial. Voilà, concernant ce recrutement d'enseignants dans le cadre d'études surveillées, avez-vous des questions de quelque nature que ce soit? Monsieur David. Moi, je m'étonne de la motivation. C'est-à-dire C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est sélection scolaire, j'imagine. Oui. L'apprentissage scolaire. C'est pour la méthodologie. En général, c'est pas ce qu'on appelle études surveillées, mais mes connaissances sont peut-être anciennes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est ma première remarque. Autant que l'école élémentaire, il n'y a pas de devoir à faire. Si, pour CM1, CM2 un peu, il y a de l'oral, lecture, etc. Bon. Et puis, là aussi, mes connaissances sont peut-être anciennes. Il y a des vérifier. Ma connaissance des études surveillées sont gratuites, par exemple. Donc, où on met en place les études surveillées, elles sont gratuites, où on met en place autre chose, mais on ne peut pas être entre deux. Le principe, c'est pas vraiment de faire des études surveillées, c'est plutôt d'aider les enfants à comprendre comment faire eux-mêmes apprendre leurs leçons. Ceux qui ont des problèmes des problèmes de méthodologie, des problèmes d'organisation, des choses comme ça. Donc c'est-à-dire que le principe, c'est pas de les mettre dans une salle et qu'ils apprennent leurs leçons et qu'il y ait un enseignant qui tourne autour pour vérifier, mais c'est vraiment éventuellement revoir des points qui ont été vus en classe dans la semaine, des points qu'ils n'auraient pas complètement saisis, des choses comme ça. On n'est pas sur l'aide au devoir. On est plus sur le registre effectivement de l'aide à l'apprentissage, de leur apprendre à apprendre, en clair de les rendre autonomes, ce qui est un petit peu différent. C'est bien écrit études surveillées sur le papier qu'on a sous les yeux. C'est vrai, mais il faut dire que dans le décret sur lequel on regarde pour savoir quel est en particulier le taux maximum qu'on peut utiliser lorsqu'on recrute des enseignants d'école élémentaire, les termes sont choisis, c'est marqué études surveillées, et en l'occurrence on a un peu tout derrière, donc on l'a repris ici. Dans la réalité, ce qu'on met nous sous le terme d'études surveillées, c'est plus surveillance, aide à l'apprentissage auprès des enfants d'école élémentaire, en sachant que par ailleurs, ce ne seront pas nécessairement toujours les mêmes enfants qui seront aidés. On fait circuler aujourd'hui à l'école élémentaire une consultation auprès des parents pour leur expliquer en quelques mots ce que nous souhaitions faire et qu'ils puissent s'exprimer sur leur volonté ou pas d'inscrire leurs enfants à cette aide à l'apprentissage. Par ailleurs, vous parliez du fait que c'était quelque chose qui était rémunéré. Oui, on va rester quand même... qu'est-ce que ça va coûter ? En fait, entre 16h15 et 17h, les enfants qui seront déjà inscrits en périscolaire, et donc qui seront là en train d'attendre leurs parents, donc qui aujourd'hui déjà payent un coût pour ce périscolaire, qui va de l'ordre de combien, 20 centimes à 1 euro, jusqu'à 1,60 €, ne paieront pas plus. Ils seront simplement accompagnés dans le cadre de ces études surveillées, de cette aide à l'apprentissage, et il n'y aura pas de surcoût par rapport à ce qu'ils payent de toute façon pour être au périscolaire. Les autres, par contre, ceux qui sont habituellement à l'issue des classes, qui partent avec leurs parents et qui rentrent chez eux ou qui vont en activité, ceux qui voudront faire cette aide à l'apprentissage auront à payer, et ça me paraît assez naturel, c'est un principe d'équité, auront à payer 1 heure, enfin 3/4 d'heure en l'occurrence, de périscolaire. Voilà. Donc, les montants sont quand même très peu.
pour notre part, l'équité n'est pas là à mon sens, mais je pense que si on fait études surveillées, c'est études surveillées, si on fait méthode, c'est autre chose, et les méthodologiques, elle est intégrée à la classe. Donc la demande vient de qui? Des parents, des enfants, des instituts? Alors, c'est une demande sur laquelle on discute depuis longtemps dans les conseils d'écoles divers et variés qui ont lieu depuis plusieurs années et sur lesquels, jusqu'ici, on n'avait pas nécessairement véritablement répondu. Donc, on propose, on souhaite, c'est une initiative de la municipalité à la base, on souhaite pouvoir mettre en place cette étude, et je rappelle que c'est dans un cadre global qui consiste à dire que les enfants qui sont dans les écoles publiques de Saint-Germain, nous souhaitons absolument les tirer vers le haut. Et que les tirer vers le haut, ça signifie que derrière, ils pourront, en payant quoi, monsieur David? Aujourd'hui, ils ont le choix d'être dans du périscolaire, et ils le sont, et ceux qui ne sont pas, et ceux qui voudront faire ces études, comme on le sait, ne paieront pas un centime de plus. Et ceux qui n'y sont pas, je vous l'accorde, et c'est un principe d'équité, je ne vais pas rendre gratuit pour des gens qui ne sont pas aujourd'hui au périscolaire quelque chose alors que les autres payent le périscolaire. Sachant qu'il y a également un surcoût pour la communauté, puisque pour les 45 minutes d'apprentissage, nous ne toucherons pas la prestation de service ordinaire de la CAF, on est de 50 centimes. Mais par contre, l'année prochaine, il est prévu dans la renégociation du contrat enfant-jeunesse de demander encore un sigle dont je ne me souviens plus, de classe, voilà, qui nous permet de faire ce genre de choses et d'être subventionné par la CAF. En sachant que les sports je dois faire que nous le soyons effectivement. Parce que le monde, aujourd'hui, met de plus en plus de critères auxquels je suis bien certain que nous ne répondrons pas l'année prochaine, mais nous verrons. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques sur l'organisation de ces études et sur le recrutement d'enseignants nécessaires dans le cadre de ces études dites surveillées? Bonjour et bienvenue sur les autres. Pas de problème. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à recruter jusqu'à 3 fonctionnaires de l'Éducation nationale pour assurer les temps d'études surveillées mis en place par la commune. Je viens de dire jusqu'à 3. C'est-à-dire que ça nous autorise à aller jusqu'à 3, mais naturellement, ça nous permet aussi éventuellement de n'en recruter qu'un ou aucun. Et ça dépend de la demande que nous allons avoir. De fixer le temps nécessaire à cette activité accessoire jusqu'à 4h30 par semaine et par enseignant. De dire que l'enseignant sera rémunéré sur la base d'une indemnité horaire fixée à 21,86 € brut, correspondant au grade de l'intéressé et au taux horaire du barème fixé par la note de service du 26 juillet 2010, note de service qui nous autorise donc à recruter des enseignants hors cadre stricto sensu scolaire. Concernant donc l'ensemble de ces demandes d'autorisation, qui est pour? Qui est contre et qui s'abstient. Donc Cédric Devet, Jean-Luc Toutan, Guy David et pouvoir. Nous sautons du coq à l'âne et de l'école à la SPA, puisque le point suivant concerne la signature d'une convention avec la SPA de Lyon. Concernant ce point-là, pardon, je me sais pas. C'est pour ça que je me sais. Alors allons-y. La commune ne disposant pas de fourrière communale, il est proposé de confier à la SPA de Lyon Sud-Est le soin d'accueillir et de garder les chiens et les chats trouvés errants ou en état de divagation sur le domaine public du territoire de la commune. Cette convention pour l'année 2015 est proposée moyennant un montant forfaitaire qui est calculé sur la base de 32 centimes par habitant, avec un montant plancher de 200 € pour tenir compte des frais incompressibles. Pour rappel, en 2014, le montant a été calculé sur la base de 33 centimes par habitant. Cette année, c'est donc 32. Il sera proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention. Donc, concernant cette convention, est-ce que vous avez des questions ou des remarques particulières? Madame Toutan, on vous écoute. Quel sera le montant total de la convention? Pas loin de 900. Enfin, cette année, en janvier 2014, ça avait fait l'objet d'une DBM parce que le montant était plus important que prévu. On a payé 900 et quelques 924,66 en 2014. Cette année, on devrait payer 898,88 €.
sur la base de 2809 habitants. C'est les bases du nouveau Oui, recensement de c'est, janvier ou c'est oui, encore l'ancien c'est recensement? Janvier 2014. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a Et l'année dernière, pardon Renaud, l'année dernière c'était sur 2802 habitants et le coût par habitant a baissé. C'était 0,33, ça passe à 0,32. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques concernant la signature de cette convention? Je vous propose donc de m'autoriser à signer cette convention avec la SPS de Lyon pour l'année 2015. Qui est favorable? Unanimité. Parfait. On passe au point suivant qui concerne une convention avec les brigades vertes et les brigades de rivière. Rapporteur Christophe Vambel qui est tout près à ma gauche. On t'écoute. Exactement. Donc, les Brigades Vertes, c'est une association d'insertion qui a été créée par le Conseil général du Rhône, qui était subventionné, qui est subventionné en 2014 à 100% par le Conseil général du Rhône, et vous aura pas échappé qu'au 1er janvier 2015, le Conseil général du Rhône n'intervient plus sur le territoire du Grand Lyon, qui sera à ce moment-là la métropole. Donc c'était posé la question de savoir si les Brigades Vertes continuaient à fonctionner sur la commune. Alors qu'est-ce que font les Brigades Vertes? Les Brigades Vertes interviennent 4 semaines par an à chacune des saisons et contribuent à entretenir les chemins qui sont dans les monts, contribuent à entretenir le ruisseau et contribuent à faire des menus travaux que nos personnels ne sont pas en mesure de faire parce que pas forcément outillés dans certains cas ou pas forcément suffisamment nombreux. Donc, malgré la création de la métropole de Lyon au 1er janvier prochain, l'association Rhône Insertion Environnement poursuivra ses interventions sur le même mode de fonctionnement en 2015. Le champ d'activité du dispositif des Brigades Vertes concerne les espaces naturels, les espaces verts, les petits patrimoines bâtis et les travaux en rivière. L'intervention se décomposera sur une durée de 4 jours, sur 4 semaines, réparties sur les 4 saisons de l'année 2015, c'est-à-dire 16 jours par an. La participation de la commune consiste en la prise en charge d'un repas chaud à midi et pour toute l'équipe. Alors pour information, ce repas chaud est servi à la brasserie de la terrasse pendant ces semaines d'intervention. Et donc la commune paye le repas de l'équipe présente ce jour-là. Et le versement à la métropole de Lyon d'une participation forfaitaire de 40 € par jour de chantier et par équipe. Donc et par équipe, cette fois-ci pas par personne qui intervient, par équipe. Pour tous les travaux réalisés, sauf exception. Alors les exceptions sont des travaux d'aménagement initial de chemin inscrits au PDI-PR, travaux de restauration des ENS planifiés par le Conservatoire régional des espaces naturels. Donc nous vous proposons de permettre au maire de signer cette convention. Je vous redonne la main. Ouais. C'est là où je vous propose de m'autoriser à signer cette convention. En théorie, c'est ce que tu viens de dire. Voilà, avec les Brigades Vertes pour l'année 2015, merci. En ce qui concerne donc cette convention, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Non, pas spécialement. Donc je vous propose de m'autoriser à signer cette convention avec les Brigades Vertes pour l'année 2015 qui est favorable. Unanimité, merci beaucoup. Le point suivant, c'est moi qui suis rapporteur, il concerne la création de la métropole de Lyon et des modalités d'exercice du pouvoir de police de circulation au 1er janvier 2015. Il concerne une convention que nous souhaitons passer avec la communauté urbaine de Lyon. La loi, donc la future métropole, tu as complètement résumé. La loi numéro 2014-58 du 27 janvier 2014, loi dite MAPTAM, modernisation, action publique territoriale et affirmation de métropole, crée à compter du 1er janvier prochain, le 1er janvier 2015, une collectivité à statut particulier, dénommée Métropole de Lyon, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon à laquelle notre village appartient, et dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, en lieu et place du département du Rhône. Il y a donc fusion entre le département du Rhône et le Grand Lyon que nous connaissons aujourd'hui sur le territoire du Rhône. En outre, l'article L3642-2 du Code général des collectivités territoriales, issu de cette même loi, prévoit que le président de la future métropole de Lyon, il s'agit donc de Gérard Collomb, exercera de plein droit certains pouvoirs de police spéciales sans préjudice des pouvoirs de police incombant au maire des communes situées sur son territoire. À ce titre, il résulte du nouvel article L3642-2, 1, 5e du Code général des collectivités territoriales,
une dichotomie inédite entre d'une part la police de circulation, qui va donc relever du président de la métropole, alors qu'elle relevait auparavant du pouvoir du maire, et d'autre part la police de stationnement, qui elle va demeurer au niveau des maires des communes situées sur le territoire métropolitain. À ce jour, les arrêtés en matière de police de la circulation et du stationnement sont préparés et gérés par notre commune. Compte tenu de l'échéance rapprochée de la création de la métropole, je vous rappelle que c'est dans 15 jours, même pas, et du transfert du pouvoir de police en matière de circulation, les communes et la communauté urbaine de Lyon se sont rapprochées pour mettre en place un mécanisme par lequel les services de chaque commune, sous l'autorité du maire, vont instruire, préparer et suivre l'exécution des arrêtés en matière de police de la circulation, pour le compte de la métropole de Lyon, laquelle ne dispose pas de services pour ce faire. La métropole va verser, puisque normalement c'est de sa responsabilité le pouvoir de police de circulation à partir du 1er janvier, elle va verser annuellement à la commune une contribution qui sera basée sur le coût unitaire de production d'un arrêté concernant une mesure de circulation qui est estimée à environ 12 €, multiplié par le nombre d'arrêtés de circulation délivrés dans l'année. Pour votre information quand même, le nombre d'arrêtés de circulation qui sont pris par la commune, en 2012, il y en avait 86, en 2013, 73, en 2014, 111. On peut beaucoup attribuer, je crois d'ailleurs, à la rue de la Paix. Pardon ? Je crois bien que c'est 12 centimes. Je crois que c'est 12 €. Je maintiens. Moi, j'ai vu dans des versions d'environ 12 centimes. Avez-vous information là-dessus ? On vérifie. On y revient tout à l'heure. Cette convention n'emporte ni mise à disposition, ni transfert des agents, qui restent donc hiérarchiquement rattachés au maire. Les services demeurent sous l'autorité fonctionnelle et hiérarchique du maire. La rémunération et les conditions de travail demeurent inchangées. Dans un souci de réactivité, les échanges entre les services de la commune et ceux de la métropole pour ce qui concerne ces arrêtés de circulation, dits temporaires, s'effectueront au travers du système d'information Livia, sous forme dématérialisée. Il s'agit bien de 12 €, Monsieur David, pour répondre à votre question. J'ai ici le courrier qui le confirme du Grand Lyon. Et je me souviens qu'on avait eu un petit débat, certains considérant que 12 € n'était pas suffisant et qu'il fallait en avoir 20 ou 25. Donc c'est bien 12 €. Donc, s'ils s'effectueront au travers du système d'information Livia, les échanges des arrêtés de circulation dits permanents se font, eux, hors de cette plateforme. Est-ce que les choses sont à peu près claires? Est-ce que vous avez des questions ou des remarques concernant cette convention? On a la remarque précédemment faite. Non, a priori pas. Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'instruction, de préparation, de suivi d'exécution des arrêtés de police de la circulation par les services de la commune, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais pour le compte de la métropole de Lyon demain. La convention, d'approuver également la convention relative aux modalités d'exercice de la police de la circulation et d'autoriser le maire à signer cette dite convention avec la communauté urbaine de Lyon, la métropole de Lyon se substituant au 1er janvier 2015 à la communauté urbaine dans l'exécution de la convention. Qui est favorable? C'est l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant à l'ordre du jour concerne un avenant à la convention du centre de gestion pour l'assistance juridique. Et c'est encore moi qui vais vous en parler. Nous avons donc un centre de gestion qui est le centre de gestion du Rhône, qui assure pour le compte des communes un certain nombre de missions. Il y a une mission optionnelle et une mission d'assistance juridique. Elle s'adresse aux élus et au personnel communal. À titre informel, je tiens à signaler que les services de la commune font appel à ces services au moins une fois par semaine, parce que nous sommes dans un monde qui se judiciarise et donc on a besoin évidemment régulièrement de s'adresser à eux pour garantir la légalité de ce que nous faisons. La participation qui est demandée pour avoir ces services sur un an, et donc pour l'année 2015, est évaluée à 2 275 €. À signaler qu'en 2014, cette même participation était de 2 252 €. Voilà, 2 252 et maintenant 2 275. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention qui nous permet, je le répète donc, de téléphoner, je crois, assez régulièrement, au moins une fois par semaine, au centre de gestion
Pour de l'assistance juridique, est-ce que vous avez des questions ou des remarques concernant cette convention? Pas spécialement. Par conséquent, je la mets au vote. Qui est favorable à la signature de cette convention? Unanimité. Parfait, nous allons plutôt vite. Normalement est prévu là tout de suite l'interruption de séance pour donner la parole au public, mais je vous propose éventuellement, M. David, d'accéder à votre demande tout à l'heure, et donc que nous parlions un peu de la suppression programmée de l'agence Pôle emploi de Neuville-sur-Saône, puisque ces services vont se délocaliser, on peut le dire. Corinne, si tu veux nous en dire un mot. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Il y a des rumeurs qui ont couru à Neuville. J'étais à une réunion mission locale, je participe à des réunions à la mission locale, notamment pour le prochain contrat 2015-2017. Et ces rumeurs ont fait l'objet quasiment de toute la réunion. Et il a été décidé à l'issue que Valérie Glattard, au nom de l'ensemble des communes, écrirait au préfet une lettre assez détaillée et argumentée pour lui dire que c'était une mauvaise idée, puisque la substitution à ça, ce serait que les gens aillent soit à Trévoux, soit à Rieux. Il était prévu un projet de construction à Neuville qui est bien avancé, puisqu'il y a des études qui devaient regrouper la mission locale et Pôle emploi dans un même bâtiment. Donc il y a déjà de l'argent qui a été mis dans ce bâtiment et qui, du coup, de facto, serait arrêté, qui pose aussi des problèmes. Donc il s'avère que maintenant, la directrice de Pôle emploi a été informée de cette rumeur, qui pour l'instant n'est pas confirmée par aucun écrit. Voilà. Donc à la demande de Mme Glattard, nous avons eu une réunion jeudi dernier, où un attaché parlementaire est venu, l'attaché parlementaire de M. Forissier, et donc il y avait un certain nombre d'élus autour de la table, et a été argumenté l'idée que déplacer Pôle emploi serait une très mauvaise idée, non seulement dans la conjoncture actuelle, mais en expliquant toute la particularité du bassin d'emploi du Val-de-Saône, les transports, et que d'aller à Rieux ou Trévoux pour les personnes en précarité serait quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient la décision, si c'est une décision qui s'opère un peu au niveau national et qui va se produire sur tous les pôles emploi pour des économies d'échelle, voilà, parce qu'aujourd'hui, l'argument qui est donné, c'est que les demandeurs d'emploi sont connectés en majorité et qu'il n'y a pas vraiment nécessité d'aller sur tout. Voilà. Donc, à l'issue de cette réunion du 11 décembre, l'attaché parlementaire devait faire remonter tout ceci et on attend la suite. Donc pour l'instant, on suit le dossier, mais il n'y a pas eu de décision officielle qui a été actée. Et Valérie Glattard à Neuville, naturellement, se bat avec Léon contre ça. On l'a assuré de tout notre soutien dès que cela pourrait se révéler nécessaire. Mais dès à présent, voter quelque chose, alors qu'on en est malgré tout qu'au stade de la rumeur, même si... C'est plus que de la rumeur, en tout cas, il n'y a pas de courrier officiel. Il n'y a pas de courrier officiel, il n'y a pas d'officialisation. Ouais. Moi, je pense qu'une décision se prend au niveau régional de Pôle emploi, c'est ce que j'ai eu l'occasion d'entendre et de pratiquer dans les années antérieures. Je pense que chaque commune devrait délibérer en ce sens pour donner de la publicité à cette indignation. Et je vous propose de prendre un vœu, d'adopter un vœu qui dirait la chose suivante: considérant, primo, la proximité comme un facteur d'efficacité au bénéfice des demandeurs d'emploi. Deuxio, la fonction socio-économique occupée par Pôle emploi parmi les partenaires de notre territoire. Tertio, l'absence de transport performant vers Rieux et Trévoux. Le conseil municipal de Saint-Germain-de-Mont-d'Or, réuni-le, demande le maintien de Pôle emploi à Neuville. Et on pourrait envoyer ce vœu au préfet du Rhône, bien entendu, qui chapeaute tout cela pour l'État déconcentré, au directeur régional de Pôle emploi, au délégué départemental de Pôle emploi, puisqu'il y a une structure intermédiaire, ainsi qu'au président du Grand Lyon, future métropole, puisque, si je pense avoir compris les choses, il y aura, on peut l'espérer, une déclinaison économique sur les territoires des conférences, et qu'il est possible que le Grand Lyon, devenu métropole, soit un partenaire un peu plus écouté que chacune des communes prises individuellement dans cette situation. Et je vous propose également, monsieur le maire, de prendre l'initiative de proposer cette démarche à l'ensemble des communes qui
peuvent être en relation avec vous, parce que j'ai commencé par aller leur faire de mon côté, bien entendu. Mais l'ensemble des communes sont déjà depuis le mois Non, mais j'ai bien compris, madame Joly. novembre-décembre. Hein. Non, mais je pense que la fédération autour de la vie est intéressante, est importante, elle est primordiale, mais que l'expression individuelle de chaque commune est aussi importante parce que c'est comme une pétition. Hein. Plus on en reçoit, plus ça marque. Je pense que si le préfet reçoit, j'allais dire, 10, 15, 16, pourquoi pas ou plus, les qui soutiennent cette position-là, ça aura plus de poids, nonobstant le fait qu'elle en a en tant que maire du chef-lieu de canton, bien sûr, ça aura un peu plus de poids qu'un maire seul. Voilà mon point de vue. Je suis totalement d'accord avec votre point de vue, tant sur le fond que sur la forme de ce que vous venez de dire. Maintenant, la parole est ouverte. Est-ce que les uns ou les autres, vous avez quelques positions ou pas concernant ce jeu qui me paraît très bien? Par ailleurs, je suis également d'accord pour en appeler aux autres maires afin qu'ils puissent s'exprimer également, faire exprimer leur conseil municipal sur un tel jeu. Ok, parfait. Donc, un commentaire, si vous permettez, puisque personne ne demande la parole. Pourquoi je faisais allusion à la métropole et à son président, c'est que si l'affaire se fait comme on le craint, eh bien nous serons le seul territoire de conférence territoriale sans une agence pour l'emploi sur place. Ça me paraît un peu paradoxal et problématique. Pas de remarques spéciales. Je vous propose de mettre au vote ce jeu qui est favorable à ce qu'on l'exprime effectivement dans les termes qui nous ont été dictés. C'est l'unanimité. Merci de faire passer. Voilà ce qui est fait. Par ailleurs, au-delà, je pense que tactiquement, mais là on est sur le registre un peu de la discussion entre nous, mais je suis curieux de vous entendre dessus. Je suis assez pessimiste, malgré tout, sur le fait que l'État qui se désengage de tout concernant cette affaire-là soit un peu plus sérieux. J'y crois assez peu. Je me dis qu'il ne serait pas complètement mauvais d'anticiper la disparition future de l'agence de Neuville-sur-Saône malgré tout, en se disant qu'on aura peut-être intérêt à un moment de la négo, parce que négo il peut y avoir, à essayer de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas avoir directement dans nos communes la possibilité, sur des affichages, de produire les différentes offres d'emploi régulièrement qui peuvent être mises aujourd'hui. Si je suis un peu dubitatif sur le fait que les demandeurs d'emploi aient tous Internet chez eux, puissent accéder, qui est l'argument qui est présenté, je me dis qu'on aura peut-être nous vocation à essayer d'aider les demandeurs d'emploi qui sont dans notre commune. On va essayer de s'en sortir malgré tout. On le fait déjà par d'autres biais, mais pourquoi pas essayer, voilà, si jamais, malheureusement, on aboutit à la suppression de l'agence. Si je peux me permettre, on a évoqué cette possibilité lors de la réunion du 11 décembre. On était assez nombreux en mairie de Neuville. Et on a fini par dire que c'était pas une bonne idée de le faire maintenant. Oui, c'est un peu parce tôt. que si on leur donne déjà une idée de substitution, ça voudra dire qu'on s'est préparé et que donc, voilà. Sachant que dans la discussion que Valérie Glattard a eue avec le directeur général de Pôle emploi, lui, son seul argument, mais parce qu'il n'en a pas dit pour l'instant, c'est l'histoire de la connexion Internet. Elle était assez remontée. Et il se profile aussi l'idée d'avoir un conseiller qui serait itinérant, peut-être, qui passerait. Donc on a fini par dire on va d'abord voir que le courrier port, l'attaché a été très sensible à tous les arguments de la spécificité, enfin il y avait vraiment beaucoup d'acteurs autour de la table. Donc ça allait remonter au préfet, ça allait remonter à Paris, ça allait remonter, et que donc pour l'instant il va mieux ne pas donner d'idée de substitution par les communes à Pôle emploi. En tout cas par un premier temps. Je valide tout ce que tu viens de dire, parce que ce que je viens d'évoquer avec vous, je l'ai évoqué avec Valérie Glattard il y a 3 semaines, avant la fameuse réunion. Voilà, mais cela dit, malheureusement, je suis assez pessimiste sur le fait que ça passe. Mais on va essayer, et donc c'est pour ça que le fait de formuler ce jeu fait partie des choses à faire pour essayer de pousser pour qu'il n'y ait pas de suppression. D'autres points que vous avez envie d'aborder autour de cette affaire ou... Non? Tout bon? Ok, par conséquent, je vous propose, comme de coutume, une interruption de séance pour donner la parole au public, s'il a envie de la prendre naturellement.
Oui. Allez, allons-y, je vous écoute. Bonsoir. Henri Larboux. Donc, je parlais d'Internet. Donc, j'ai une question. Mon opérateur m'a dit que manque le réseau de France Télécom n'est pas assez puissant pour atteindre certaines personnes, je fais partie de ces personnes-là, sur la commune. Alors, je ne sais pas si je suis le seul, s'il y en a d'autres, mais ça se traduit par le fait que sur le plan particulier, je suis obligé d'utiliser un satellite qui est soumis aux orages et au vent qui souffle assez souvent. Et sur un plan particulier, je fais beaucoup de téléconférences pour mon entreprise, pas particulier professionnel, pardon, pour mon entreprise. J'ai quelques soucis de communication. Voilà. Donc, ma question, c'est est-ce que je suis seul à subir ce problème-là? Est-ce que c'est un problème qui est connu par la commune? Est-ce que la commune, quels sont les moyens d'action, quelles sont les actions de la commune pour pouvoir améliorer ce système-là? Et quels sont les pouvoirs de la commune pour pouvoir qu'un jour on puisse obtenir des moyens de communication intéressants sur le plan Internet, sachant que déjà le réseau hertzien est assez trouble aussi. Voilà, c'est tout. Mon adjoint aux nouvelles technologies me le disait tout à l'heure, c'est la première fois que j'ai rien à dire dans un conseil municipal. C'est terrible. Et ben voilà. Juste une question. Alors, vous habitez où? Oui. Voilà. Rue du 8 mai 45, en face de la place de la bascule. Voilà, Très bien passé. À toi. Alors, bon, déjà, la situation au niveau France Télécom, au niveau de la DSL à Saint-Germain, on est à 7 km à peu près du répartiteur de Neuville. Donc, on est dans la plus mauvaise configuration parce qu'on n'est pas assez loin pour pouvoir mettre un répartiteur zone d'ombre. Donc, il n'y a pas d'investissement qui peut être fait à ce niveau-là pour pouvoir améliorer la connexion. Donc, il y a une perte qui est énorme. Cela dit, je vous conseille à titre personnel de passer par Free plutôt que par Orange, parce que avec Free, on arrive quand même à avoir du 2 mégabits, vu leur système de compression, alors que moi j'ai toutes les connexions. Pour mon entreprise, j'ai Numéricable à Saint-Germain, Numéricable, Free et Orange, et au niveau des DSL, Free est nettement meilleur à Saint-Germain. Au niveau des perspectives, elles sont très mauvaises. C'est-à-dire que le Grand Lyon a grosso modo réparti le fibrage de l'ensemble des communes il y a quelques années. Donc Saint-Germain a eu droit à Orange en tant que fibreur. Orange a dit qu'il commencerait en principe à fibrer Saint-Germain en 2019. Grosso modo, il n'y a aucun investissement qui est fait actuellement par Orange et les autres opérateurs, SFR et Numéricable, sur les différentes communes du Grand Lyon. Enfin, ils ont bien fibré la petite couronne, on va dire, et puis dès qu'on s'éloigne, c'est un petit peu abandonné. Donc là, actuellement, le Grand Lyon est en train de faire une consultation pour éventuellement passer en réseau d'initiative publique certaines zones. À mon avis, on n'y aura pas droit non plus parce que ça va être essentiellement destiné au fibrage des bâtiments communaux et des bâtiments publics et des zones commerciales, des zones industrielles. Donc je vois mal la fibre arriver à Saint-Germain avant 2019-2020. Numéricable, qui existe à différents endroits de la commune, ne veut absolument pas investir quelques centimes que ce soit dans la création de nouveaux réseaux, sauf pour il y a quelques heureux qui ont eu droit par erreur, notamment rue de l'Église il n'y a pas longtemps. Et donc, pas parce que la fibre à Saint-Germain a été adjugée à Orange, donc évidemment Numéricable ne va pas aller investir sur Saint-Germain
creuser des tranchées pour câbler certains endroits. Donc en fait, bon, les perspectives sont pas très bonnes et je surveille ça. Dès qu'il y aura des tranchées qui vont se faire, alors on en reparlera peut-être l'année prochaine, hein, sur parce qu'on pense à la rue de mai, donc il y a peut-être des tranchées qui vont s'y faire dans les années à venir. Et donc éventuellement, là, dès qu'il y aura des tranchées, il y aura des fourreaux qui seront mis au moins pour éventuellement accueillir une petite fibre. Voilà. Mais à part ça, il y a quelques points noirs à Saint-Germain de gens qui n'ont la possibilité que d'avoir un accès à la DSL, alors que le câble passe pas loin. Il suffit d'aller à 100 mètres de chez vous. Je crois qu'il y a. En clair, on est très attentif à chaque fois qu'on fait un trou à y mettre un fourreau. Le problème, c'est que les autres ne sont pas complètement mobilisés pour essayer de nous fibrer de partout. On est un peu éloigné et donc ils y investissent peut-être moins qu'ailleurs. Vous avez dit que vous étiez en satellite ? Ah oui, j'ai une antenne satellite pour avoir le bouquet de télévision, sinon je ne pense pas. La télévision, c'est pas possible par la DSL, de toute façon à Saint-Germain. Ah oui, c'est possible à Neuville parce qu'ils ont la DSL de plus, mais à Saint-Germain, on est beaucoup trop loin. Même Internet a du mal à passer. Donc, de toute façon, moi, j'utilise beaucoup, je travaille chez moi et j'utilise beaucoup la télécom. J'ai des problèmes quand même. Ouais. J'imagine bien. Ça, je ne peux pas vraiment vous donner de la part si on peut, quand on creusera quelque part, si on peut rajouter des petits bouts pour rallonger un petit peu le réseau numéricable, on le fera certainement. Maintenant, sur la fibre. Moi, je suis prêt avec mes accompagnants professionnels donner une partie pour qu'ils m'arrangent ça. Hein. Creuser un trou dans une rue, ça coûte très cher. En gros mots. Mais cela dit, si à titre professionnel, vous pouvez vous adresser à Complétel ou des choses comme ça, des solutions professionnelles, mais ils vont je veux dire que la facture sera salée. Vous conseillez tout à l'heure Free, j'ai rien contre Free, mais je pense que monsieur aurait peut-être intérêt aussi à s'adresser à Numérica, parce qu'à ma connaissance, il y a des foyers desservis. Il y en a. Je pense que si Numérica vous repère des demandes en nombre, et vous pouvez peut-être aussi solliciter un nombre de demandes autour de vous, la démarche ne vaut rien, ne coûte rien, et elle peut peut-être... Vous êtes à quel endroit dans la rue du Guillet ? Elle peut peut-être... Au 13, en face du... Face de la bascule, la fontaine. D'accord. Oui, elle passe pas loin, la fibre. Elle Pas la fibre, le câble. Il est rue de l'Église, il est au niveau de la place. Il est rue du Lavoir. Rue du Lavoir. Il est rue du Lurin. Donc moi je vous conseille de regarder le film de vous, si vous avez des raisons, quand même faire la démarche. Oui, mais enfin, le problème c'est numéricable, c'est un marché captif. Je suis obligé de choisir numéricable. Non, vous pouvez passer par Bouygues. Vous pouvez passer par Bouygues également, si vous voulez, mais ils utilisent le réseau numérical. Moi, je suis un des voisins de M. Darboux, alors je passe par numéricable et j'ai aucun problème. Ah, mais vous avez... parce que... Mais si ça se trouve, vous avez testé si Ah vous avez non, accès je suis pas numéricable. Non, je suis orange. Ah, mais vous n'avez pas testé si vous aviez la possibilité d'avoir accès numérique Éligible. Il est possible que j'ai, s'il passe dans la rue. Ah, bah non. Dans ce cas-là, parce qu'il y a vraiment des endroits où il n'y a pas à la mondiale. Je suis au 10 rue du 8 mai et j'ai aucun souci avec Non, il ne réclame pas sur du 8. Ah oui, donc là, c'est peut-être la solution. Téléphone, télévision. Si vous avez l'accès numéricable et que ça fonctionne correctement. en attendant, la fibre, mais de toute façon, au niveau ADSL, on n'aura jamais mieux à Saint-Germain. D'accord. Cela dit, je trouve que l'idée évoquée par M. David n'est pas inintéressante. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est passer un message dans le petit potin pour savoir, pour que se manifestent des gens qui n'ont pas nécessairement accès à l'immédiable là où ils se trouvent, mais qui seraient intéressés. Parce que si on a suffisamment de demandes, peut-être c'est qu'ensuite, en le faisant remonter à l'immédiable, qui sait, ils seront OK pour la plus grosse demande, des vacances. La plus grosse demande, c'est à la mondiale. Hein?
Oui, mais ça peut être intéressant de le faire. On peut Et essayer. Hein. au lotissement du manoir également, il y a On va essayer. il y a 3 maisons qui sont câblées. 3 maisons. La tienne? Oui. Non, la tienne. Donc, il y a Mais 3 moi, maisons qui sont câblées dans le lotissement Moi du je, manoir. moi, je suis alimenté par la rue du Manoir. Ouais. Je ne suis pas alimenté par la rue des Cèdres. Ce qui est quand même bien. Tu pourrais. Oui, parce que c'est un lotissement privé. Pardon. C'est un lotissement privé. Un petit appel. Donc, autant, quand Numéricable a installé sa structure, il a tracé le droit. Oui. Il n'est pas rentré. Oui, mais c'est avant Numéricable, c'était Rome Vision Service. Oui, mais ça revient au même. C'était plus Rome facile Vision par Câble. travers. C'était Rome Vision Câble. UPC. Rome Vision Câble. Et après, ça a été UPC. Et avant, c'était Warner Câble. Mais bref, Ça c'est paraît l'histoire. changé. Quoi. Nous, ça change. Avant, il n'y avait pas C'est d'ordinateur. l'histoire. C'était un Bon, Vous avez le choix. Vous avez le choix, vous il y pouvez avait moins de problèmes. D'accord, ok. We are receiving of filming? Ouais. C'est possible. C'est un peu interdit en ce moment. Oui, c'est vrai. Merci. C'est une amende. La solution ADSL, donc il faudrait que vous changiez à un moment donné. Si vous voulez avoir plus de débit, il faut passer à autre chose. Parce que même avec la solution satellite, c'est pas. Je vais finir avant la fin du mois. Le câble, ça marche relativement bien. Bien, cela dit, dans le prochain petit potin, on va faire passer un appel, parce que je trouve que votre question nous a fait réfléchir à avancer aussi. Il y a peut-être pas mal de gens à la Mandienne qui pourraient s'intéresser aussi à Numéricable, qui en sait suffisamment. Peut-être qu'on peut agir auprès d'eux. Donc on va demander de faire un appel dans le prochain petit potin. Madame. Bonjour. J'habite à Chemin-de-Maintenu. J'aimerais bien savoir au niveau du poteau bus, qui est au niveau à peu près du numéro 3, pourquoi il est au milieu du trottoir. Quand on est avec des poussettes, c'est très compliqué de passer. Pour peu qu'une voiture se soit mise en travers, c'est pas génial du tout. Il faut être sur la route pour passer avec les poussettes. Cédric a très envie. Oui, donc cet arrêt, alors, historiquement, il a été mis en place lorsque la ligne 61 a été créée, la ligne 61 qui relie Saint-Germain à Gare-de-Vèze. Oui, mais peu importe, le poteau il se peut décaler de 1 mètre. Je vous explique. Je vous raconte. Donc, on a besoin de créer un arrêt mairie parce que la ligne 61 ne passe pas dans le village comme ligne 96. D'accord ? Donc, obligation de mettre au chemin de maintenu. Le problème sur le chemin de maintenu, c'est qu'effectivement, le trottoir, il mesure entre 1m50 et 1m70, sachant que la norme accessibilité et personne mobilité réduite, c'est 1m40. Donc, du moment qu'on met un candélabre ou quelques mobiliers ou quoi que ce soit, effectivement, on n'a plus la largeur. Cet arrêt, il a été mis à titre provisoire, parce qu'il y a une 61, quand elle a été créée, le Gitral ne savait pas trop quelle serait sa pérennité. Et le problème, c'est que c'est un poté mobile. Et qui dit poté mobile, c'est un poté qu'on peut bouger facilement. Donc quand vous regardez l'emplacement auquel il est aujourd'hui, c'est pas l'arrêt, c'est pas l'emplacement auquel il était au début, sauf qu'il a été déplacé par je ne sais qui. Pour peu qu'il y ait du vent, il tombe par terre. Oui, alors je sais pas comment elle fait en base, Oui, c'est suffisamment épaisse, mais aujourd'hui la démarche qui pourrait être faite, parce que le problème c'est qu'il n'est pas l'emplacement où il avait été mis au départ. Au départ il avait été mis sur l'emplacement où il n'y avait plus une grande largeur, sauf qu'il a été déplacé, je ne sais pas par qui encore une fois. Donc maintenant, la démarche qui serait peut-être à mener, ce serait de demander au Citral d'implanter ce poteau de façon définitive, et comme ça au moins on prendrait moins de largeur sur le trottoir, donc à le mettre en fond de trottoir, et pour au moins que l'embase béton, elle ne va pas obstruer le cheminement des poussettes et des personnes. Donc voilà, oui, je pense que c'est la meilleure. Pardon. C'est vrai que la vocation à exister de la 61, elle est remise en question ou pas? Ah non, pas actuellement. C'est Donc, pour ça que. Pour quelle raison est-ce qu'on, au lieu d'avoir des poteries mobiles comme ça, on n'aimerait pas l'avoir fixe et définitif? Voilà ce que je. Ah, excuse-moi, c'est la réponse qu'on peut apporter. Je pensais que tu voulais le déplacer. Non, justement. Pour éviter. Parce qu'on pourrait le déplacer. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on le déplace pour élargir, j'ai rien dit. Il y a le risque que quelqu'un le remette là où il est, et puis c'est le jeu du chat de la souris. Donc la meilleure solution, c'est effectivement de demander au Citral de la santé. On va se faire une autodemande. Pardon? On va faire une autodemande. Je vais te faire au Citral. Ok, on va faire la demande pour que le poteau devienne fixe et que vous ayez un peu moins de mal à vous placer, madame. On imagine bien. Oui. En face du numéro 3.
Oui, mais maintenant, l'itinéraire à 61, il est entériné par le chemin de Mattenue, par les cités. C'est pour desservir les cités. Il y avait une demande de desservir les cités. Effectivement, l'itinéraire 61, c'est soit par les cités, soit par la nuque du deuxième space, sauf qu'aujourd'hui, l'itinéraire par les cités a été entériné. Excusez-moi, j'avais un aparté, c'est pas logique, c'est pas correct. Donc ce que j'étais en train d'évoquer avec Cédric Drevet, et je viens à ma conclusion, je pense qu'il serait bien que la municipalité rencontre le Citral pour avoir une vision un peu globale et surtout dans le temps de cette ligne. On peut penser qu'elle sera maintenue. Donc il faut agir comme si elle était maintenue, mais de mon point de vue, c'était aussi lié au fait que l'arrêt des cités soit lui aussi maintenu. Donc si la ligne est maintenue, ça ne veut pas forcément dire que l'arrêt des cités est maintenu. On va en avoir la certitude, puisque avant que cet arrêt soit mis en place, le bus en question passait à Muspaï. Non, mais en fait, il faut être précis. Oui, bien sûr, vas-y. Il faut être précis. Tu en sais plus que moi. C'est la raison pour laquelle il n'a pas encore été implanté, c'est comme on avait les travaux de la rue de la Paix, et que dans le phasage des travaux, en fait, la ligne 61, à un moment, est passée par la nuque du deuxième space. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a fermé à un moment donné avec le chemin de maintenu. C'est pour ça que le poteau, Christophe, tu sourcilles, mais... Je suis en train de me demander comment est-ce que j'imagine en train de tourner avec les bus, parce que j'ai conduit des bus. Donc je me disais comment est-ce qu'on tourne dans la rue. Il faisait son piston en bas au rond-point. Non mais lui en question, il continue sur Chasselet et Limonest et Vèze. Mais pour remonter, si jamais il était terminus près de la gare, pour remonter le Space, il fallait qu'il fasse son retournement quelque part, et il ne peut pas faire son retournement là où il était. C'est vrai. Donc il faisait son arrêt de rester. Mais on a eu une phase de travaux où on venait se retourner justement au giratoire au niveau de la Saône. Voilà. Ouais, ce qui fait que, effectivement, on ne desservait plus cet arrêt maintenu. Mais maintenant que les travaux sont terminés, et que la ligne est pérennisée, il n'y a plus aucune raison de ne pas implanter ce poteau. En tout cas, ce qu'on peut toujours faire, c'est aller bouger et le mettre à l'endroit où il devrait être, dans un premier temps, clairement. Ça, c'est déjà une première chose. On va juste dire au chauffeur qu'il va revenir à sa place. La réponse vous a satisfait, madame? On va donc agir pour que ce poteau devienne définitif, mais un peu décalé et qu'il puisse permettre le passage, en particulier des poussettes. Est-ce que vous avez d'autres questions au sein du public? Madame, j'écoute. Bonjour, Renardon. Bonjour. En face, les Autanes. D'accord. Et il y a eu un feu d'artifice samedi. C'est autorisé, ça? Alors, il a été tiré en deux fois. La première fois, je l'ai entendu, je me dis c'est quoi cette histoire? Je suis allé voir à ma fenêtre, j'ai rien vu. Et après, il a retiré 10 minutes plus tard, à peu près, c'est ça hein? J'étais pas là, c'est ça, hein, il a retiré 10 minutes plus tard. Alors là, tout est arrivé. Après, assez gros et j'ai téléphoné à. Voilà, j'ai téléphoné au maire pour dire il y a un problème, ça claque quelque part. On est allé voir et on a simplement vu de la fumée, mais je ne sais pas de où il a été tiré. On n'est pas arrivé à trouver d'où. dans les arbres, là, dans le clos. Donc il a été tiré dans les Hautes-Alpes. Il a été tiré non, parce que dimanche, j'en ai parlé avec Jeanne. Je ne sais pas pourquoi on a parlé de ça, et ils ne savaient pas d'où ça venait. Parce qu'ils avaient tout un groupe, et quand je suis arrivée le matin, le repas des aînés, à 11h, ça prenait le petit déjeuner. Alors je dis, c'est eux hier soir qui ont fait la fête, et non, c'était pas eux. C'est pas les Hautes-Alpes. Moi je pense aussi que c'est dans le vallon en dessous. Ouais. Sur le chemin. Ouais. Il était beau. Et il était beau. Non, toi, tu as fumé la première fois. J'ai vu quand même j'ai vu le bouquet final à la fin de monter dans la voiture et filer là-haut. J'ai juste vu Non, pour répondre à votre question, c'est bien entendu soumis à demande d'autorisation, en l'occurrence interdit. Et donc voilà, il n'y a pas eu de demande, sinon ça n'aurait pas été autorisé. Et en l'occurrence, on n'est pas arrivé à savoir d'où ça venait. On était un peu lent sur ce coup-là. Voilà. Ou le feu d'artifice trop court. Ou le feu d'artifice trop court, oui. Mais apprécié par certains. Est-ce qu'il y a des questions sinon encore? Madame Toutan. Oui, dans un précédent conseil, j'avais demandé à ce que les enquêtes publiques soient mises sur le panneau lumineux. Suite à... Ah bah pas aujourd'hui, hein, toujours pas. Hein. Lequel?
Là, le panneau lumineux. Et il a été mis. Hein. Oui, on mettra en plus. Ah bah, non, aujourd'hui, tu as l'heure, la température et juste après conseil municipal. Juste après l'heure, température. Laquelle d'enquête? Les deux, que ce soit Citréval comme la modification du PLU qui va pas tarder à commencer. La modification du PLU sera active, sera ouverte début janvier, donc on va le faire afficher là. Et celle du Citréval, en fait, quand on fait afficher dans le panneau, d'accord, on donne la date de fin d'affichage. Et ce qui a dû se passer, c'est que la prolongation de 10 jours n'a peut-être pas été incrémentée dans le panneau. Donc ça, c'est vrai. Mais en revanche, il était présent dès le début de l'ouverture et il a tourné pendant tout le temps de l'ouverture. C'est-à-dire qu'on donne la date d'ouverture, la date de fermeture. Bonne quinzaine de jours. C'est sûr. Alors ça, je peux vous garantir. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait, je n'ai jamais vu. Alors c'est vrai que le problème du panneau, c'est que c'est beaucoup d'informations. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la il y était, ça je peux vous garantir. Elle n'a pas duré un mois. Alors, concernant ça, il y a eu des mouvements, donc des personnes qui s'occupaient du panneau, elle est partie, le temps de former, etc. Il n'y a pas, voilà, c'est pas. Mais sinon, il y a 3 informations, je crois. J'ai pris soin de le mettre. J'ai pris soin de le mettre, y compris sur le site. D'accord. Et compte tenu de la prolongation c'est fait quand? Hier. D'accord. Okay. Et concernant donc l'enquête du PLU modification numéro 11, est-ce qu'il va y avoir une modification numéro 11 sur Saint-Germain? Est-ce que Saint-Germain sera concerné? Oui. Et, on l'a voté. Pardon? On l'a voté. C'était l'emplacement réservé sur la parcelle de la chapelle. Ah d'accord, c'est uniquement ça, d'accord. Okay. Et on en est où des commissions? Quand est-ce que vous pensez créer une commission urbanisme? Alors comme c'est dans ma délégation, je l'ai fait par étapes. On a mis en place la commission de transport financière. La commission urbaniste, je compte la mettre en route en début d'année prochaine. Mais voilà, il faut juste que ça avance, mais ça va se faire. C'est la prochaine qui sort. C'est la prochaine qui sort. D'accord. Voilà. Et concernant la réponse à nos courriers sur l'urbanisme, juillet, c'est en train de se terminer là. Donc la réponse va tomber début janvier. D'accord. Voilà. Ça sera réglé à ce moment. Olivier, oui, c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt 3 petites communications à l'attention du public et notamment de ceux qui nous écoutent aussi sur Internet, sur Internet. En plus. Premièrement, il y a actuellement une enquête du Citral qui tourne sur la commune. Il y a une dame qui se présente un petit peu à votre domicile pour répondre à une enquête. Il faut y répondre. Il faut la recevoir avec le sourire. Par contre, on a également sur la commune des gens qui tournent actuellement qui font une sorte d'arnaque au gaz, donc qui viennent vous dire c'est pour votre compteur, vous avez est-ce que vous utilisez plus de 6 kWh, etc. Donc il faut savoir que ce ne sont pas des gens de votre opérateur de gaz, ce sont des gens qui viennent essayer de vous faire signer des papiers pour vous transférer vers un autre opérateur. Et ils sont très très insistants et ils passent régulièrement sur la commune. Et la troisième chose, c'est qu'on a également sur la commune actuellement une petite recrudescence de cambriolage en journée souvent, même avec la présence des gens chez eux. Et donc il y a des gens qui se sont fait cambrioler en étant sous la douche. Voilà, donc il y a une petite vague et il paraît que c'est globalement sur l'ensemble du Val-de-Saône. Sur les autres communes, oui. Donc c'est depuis 3 semaines, un mois effectivement. Et donc fermez vos portes même en journée. Si vous allez prendre une douche ou n'importe quoi, ils peuvent rentrer. Est-ce que sur ces 2 derniers messages d'ailleurs, tu pourrais mettre ça dans le prochain petit potin qui va pas tarder à tomber? Parce que ça aura aussi pas mal d'incidence, même si chacun écoute Internet, je ne suis pas certain nécessairement. Pendant le cas, le petit potin est prévu. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques dans le public, peut-être? Non, pas spécialement. Paul non plus.
Parfait. Alors on va prendre notre séance et on passe, c'est Christophe qui va nous parler de la demande d'autorisation présentée par le Citreval. On t'écoute Christophe. Alors, il y a eu un avis d'enquête publique qui a été fait suite à la demande d'autorisation présentée par le Citreval, qui est un syndicat de traitement qui est basé sur principalement Villefranche, en vue d'exploiter une unité de maturation de mâche-fer d'incinération et un centre de tri, de transit et de recoupement de déchets non dangereux, et ce sur la commune de Quincieux, alors plus précisément au chemin du Croulou, et encore plus précisément de 19 chemin de la Frarie. Bien. Tu ne comprends pas le chemin de la Frarie? Parce qu'ils l'ont changé de nom. Oui, alors ça a été l'objet de la dernière fois à Quincieux. Tu peux le chercher, tu ne le trouveras jamais. Il a rechangé, ils se sont battus la dernière fois à Quincieux, c'est assez marrant. Ils n'étaient pas d'accord sur le fait que c'était la Frarie ou ça. Donc, le chemin de Chandrier. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, mais bon, comme c'était notifié de cette façon-là à l'intérieur de l'enquête publique, c'est ce qu'on ressent. Donc, je vais vous lire l'intégralité de ce qui nous a été adressé par le préfet pour l'ouverture de cette enquête, et puis après, nous échangerons largement sur ce point, si vous voulez. Vu le Code de l'environnement, notamment les articles R512-2, R512-14, R123-1 et R123-27. Comment ça A, R123, c'est merci. Vu la demande d'autorisation présentée le 28 mai 2014, complétée le 22 juillet 2014 par le Citreval, en vue d'exploiter une unité de maturation de mâche-fer d'incinération et un centre de tri, transit, regroupement des déchets non dangereux, chemin du Croulou, 19 chemin à Chandrier, à Quincieux, activité visée par les rubriques numéro 3531, 2714.1, 2716.1 et 2719.1 de la nomenclature des installations classées. Vu l'avis technique de classement en date du 24 juillet 2014 de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Haut-de-Rhône-Alpes, service en charge de l'inspection des installations classées, vu l'avis de l'autorité environnementale formulé le 16 septembre 2014 sur le dossier de demande d'autorisation précité, vu la décision en date du 22 septembre 2014 du président du tribunal administratif de Lyon, désignant M. Jean Rigaud en qualité de commissaire enquêteur et M. Roland Duval en qualité de suppléant, il sera procédé à une enquête publique sous la forme précitée, prescrite par les textes susvisés sur la demande d'autorisation présentée par le Citreval, personne morale responsable du projet, en vue d'exploiter une unité de maturation de mâche-fer d'incinération et un centre de tri à Quincieux. Pour information, l'enquête publique a été ouverte le 3 novembre 2014 au 3 décembre 2014 inclus, puis prolongée jusqu'au 17 décembre 2014 inclus et du nom annoncé. Donc, sur la base d'une part des documents fournis par l'autorité environnementale de la région Rhône-Alpes en annexe de la présente convocation, il y a dans cette convention le préambule relatif à l'élaboration de l'avis et l'avis détaillé, et d'autre part sur les documents fournis par le Citreval disponibles sous le format électronique, puisque nous n'avons pas été dépositeurs du format papier, qui fait à peu près ça. Donc nous avons les CD-ROM et nous les avons donc mis à télécharger sur le site de la mairie de manière à ce qu'ils vous soient accessibles pour consultation. Le préfet nous demande, à nous, conseillers municipaux, de se prononcer sur ce dossier. Alors, qu'est-ce que ça signifie se prononcer sur ce dossier? C'est que les conseillers municipaux ont légitimité à se faire relais de questionnements que pourraient avoir des administrés et qui leur ont donné, ou alors de l'étude du dossier intégrale qui leur aura été fournie. Par ailleurs, juste pour information, dans cette affaire, il y a deux choses. Il y a une partie qui est l'exploitation, qui est liée à cette demande d'autorisation du Citreval, et d'autre part, il y a le volet urbanisme. Pour le volet urbanisme, le permis de construire a été instruit par Quincieux, a été délivré en juillet 2014, de mémoire, je crois. Et ce sont deux choses qui sont totalement dissociées. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la demande d'autorisation qui mène à l'enquête publique et à la fois le permis de construire qui est donné. Donc le permis de construire de l'usine tel qu'il est fait est accepté. Et au jour d'aujourd'hui, le dossier technique porte sur toute remarque et tout souhait de remarque qu'aurait le conseil municipal à faire remonter, en plus des informations qu'ont fait remonter les administrés de Quincieux,
du collectif de Quincieux également, qui a fait un travail remarquable sur cette affaire, et également sur les remarques que vous souhaitez faire passer à travers notre discussion à l'intérieur du conseil municipal. Voilà. Donc, la parole est ouverte pour les remarques, commentaires. Nous inscrirons au PV de ce conseil. Oui, mais j'en aurais, j'aimerais compléter celles qui éventuellement n'auraient pas été éliminées. Ok. Est-ce que je peux me permettre d'apporter un complément à ce que vient de dire Bien sûr. M. Nobel, c'est le PC initial a fait l'objet de demande de pièces complémentaires de la part de la direction départementale du territoire, de l'autorité préfectorale pour l'instruction. Et ces pièces complémentaires ont été fournies. Donc le permis de construire a été réexaminé, qui a été accordé en fait le 31 octobre 2014. Le document qui manquait en fait, c'était l'autorisation. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est pour préciser, peut-être que c'est un peu difficile, donc je le reformule si vous permettez, c'est que le permis étant accordé, il est suspendu à 2 conditions. La première, c'est que le compromis aille au bout, c'est un compromis entre le propriétaire actuel qui est RKW et le futur propriétaire qui sera éventuellement Citréval. Mais il est surtout suspendu à la décision du préfet concernant l'enquête installation classée de protection environnementale. Donc l'un ne préjuge pas de l'autre, sauf que l'un est plus fort que l'autre, c'est le dossier et l'acceptation éventuelle du préfet, enfin, l'avis du préfet pour être précis, de la restauration possible. Il y aura des choses suspensives dans le compromis de vente qui sont mis à ça. Et pour information, le permis de construire n'est pas affiché sur les lieux. En plus. Donc il y a tromperie déjà sur le nom de la rue, parce que vous pouvez toujours la chercher, c'est au circuler en voiture, vous ne la trouverez pas. Et deuxièmement, quand vous trouvez le site, parce que on finit quand même par le trouver avec des déductions et puis des aides, et quand vous trouvez le site, il n'y a aucun permis affiché, hors légalité. Et en plus, l'enquête publique qui est en cours est bien signalée sur la grille, mais il n'y a aucun tampon, aucune signature, aucune date. Donc il y a bien 2 panneaux, l'enquête, la prolongation, mais il n'y a aucune signature, il n'y a rien dessus. Absolument rien de légal dans ce dossier-là déjà au niveau des affichages. Ça c'est pour la forme. Ça c'est pour la forme. Après, si on veut parler du fond, j'ai plein de choses à vous dire. Non, mais je pense que la forme est importante parce que la forme, c'est ce qui peut permettre de ralentir les éléments, ralentir le dossier. Mais ce qui est le plus important, c'est le fond dans cette affaire-là. Parce qu'il y a effectivement pas mal de choses qui sont appelées au fond sur ce dossier. Donc, voilà, une fois de plus, je pense que c'est mieux que chacun s'exprime et en fonction des points qui n'auront pas été évoqués, j'aimerais les compléter. Mais la parole est largement ouverte, c'est le moment de s'exprimer sur ce dossier, qui n'est pas sur notre territoire, mais qui est quand même juste à côté et qui peut avoir des impacts importants par ailleurs sur notre commune. Alors moi j'ai noté quelques remarques, il y en aurait peut-être beaucoup plus, mais dans les principales choses, le bâtiment qui reçoit les mâches fer ne sera pas entièrement fermé. Il est prévu qu'il reste un vide entre les murs et le haut. Et ça a donc une incidence par rapport au vent. C'est d'ailleurs signalé dans le dossier technique. Les mâches fer maturées ou ceux qui sont... Peut-être ceux qui sont à l'abri, ceux qui sont juste pour préciser à tout le monde ce que c'est qu'un mâche fer. Parce que c'est vrai que quand on baigne dans le dossier, on trempe dedans, si je puis dire. Lorsque vous avez vos déchets, on en produit tous beaucoup, certains plus que d'autres, c'est emmené à l'incinérateur. L'incinérateur incinère tout ça, c'est son rôle. Et puis forcément, il y a un déchet qui arrive à la fin, et c'est ce qu'on appelle le mâche fer. Alors c'est marrant parce que le nom a changé, il vient juste de changer de nom, c'est un nom en rallonge qui permet de ne pas faire trop peur. Mais malgré tout, c'est toujours du mâche fer. Ce mâche fer, il contient un certain nombre de métaux lourds, il contient du jus, il contient différents éléments dedans qui ne sont vraiment pas du tout bons pour l'environnement. Et donc pour pouvoir l'utiliser, puisque après ce n'est pas un déchet ultime, puisque actuellement les sociétés autoroutières ou de voirie utilisent ce matériel, on parle de désactivation du mâche fer. Ça correspond à quoi? Ça correspond à lui faire l'enlever de tous ces métaux lourds qu'il peut y avoir. Donc vous avez différentes solutions, du criblage, c'est compressé, il y a des systèmes magnétiques, pour les non ferreux, il y a des courants de Foucault, etc.
Bon, ça fait beaucoup de poussière, ça fait du jus, etc. Et une fois que ce mâche-fer est traité, qu'il n'est plus actif cette fois-ci, il est considéré comme inactif. Il y a des traitements, enfin, des mesures qui permettent de le qualifier de cette façon-là, et il est stocké. Donc il y a une partie où on le mature et une partie où on le stocke. Donc c'est deux lieux différents. Okay, et une fois qu'il est stocké, il est considéré comme étant inactif. Considéré comme étant inactif. Donc ce dont on parle un peu de temps actuellement, c'est sur le volet qui est le mâche-fer qui est actif et qui n'est pas intégralement fermé, sachant que dedans, il y a effectivement les concasseurs, il y a les vents, ceux qui sont assez forts sur la commune, enfin, sur la plaine aussi. Et donc effectivement, toute cette poussière qui est dans le bâtiment, en cas de vent, est disséminée autour de nous. Donc, alors, rassure-toi Christophe, d'après l'enquête, le vent qui souffle vers Saint-Germain s'arrête rue de la Paix, ne touche pas la Baronnière, ne t'inquiétez pas, monsieur Villiers, et s'arrête à ras des maisons maintenues, donc voilà. Je te rassure, je travaillais au commissariat. Le vent s'arrête là, donc il n'y a aucun risque. Je travaillais au commissariat à l'énergie atomique lorsqu'il y a eu des explosions de Tchernobyl. Ça me rappelle vraiment quelque chose. Et au moment où le nuage était censé ne pas passer sur la France, on avait toutes les balises du centre nucléaire qui hurlaient comme pas possible et ils ont été obligés d'aller baisser le niveau de sensibilité des barrières pour éviter que les voisins ne soient inquiets. Sachant que le centre nucléaire de Grenoble est quand même positionné à l'intérieur de Grenoble, donc c'était assez rigolo. Donc les coups des vents dominants et qui se déplacent là où ils ne devraient pas aller, c'est un grand classique dans les gens. Donc moi je pense qu'il y a quand même un gros risque par rapport à ces vents qui peuvent emmener des produits dans l'atmosphère. Hein. Je pense que le fait que ça s'arrête rue de la Pêche mal maintenue avant les maisons, personnellement je n'y crois pas trop. Il y a aussi la prise en compte des ruissellements et des traitements des eaux, notamment lors des gros orages. On n'a aucune indication de pluviométrie, de capacité de stockage, des résultats de ces ruissellements. Il n'y a aucune étude là-dessus. On peut parler également des camions. Il est prévu 52 camions par jour qui transitent. Ça fait donc 104 allers-retours. Donc ça fait quand même pas mal de camions qui circuleront principalement en ce qui concerne Saint-Germain sur le RD 51, direction du pont de Neuville. Alors c'est là qu'il y a une subtilité dans le dossier qui est hyper intéressante. Il passe au-dessus du pont de Neuville. Ah, l'idéal, ce serait qu'ils volent. Non, en fait, ces déchets-là, quand on regarde le dossier, normalement, c'est censé venir de la zone de Villefranche. Ouais. Et donc, ils ont un parcours qui prend le RD 51, mais en théorie, qui ne vient pas de Neuville, qui vient du côté Civrier. D'accord ? Ça, c'est ce qui est en théorie. Et puis, dans le dossier, il y a aussi une partie des tonnages de mâche-fer qui viennent d'ailleurs. C'est intéressant, c'est le Hayer. Le Hayer, c'est éventuellement Rieux-la-Pape, c'est Rieux-la-Pape, c'est éventuellement Gerland, c'est éventuellement celle de Bourbon également. Et donc, ceux-là, évidemment, qu'ils vont passer par Neuville. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas intégrés dans les 51, enfin dans les 55. Et l'autre chose, c'est que dans le dossier, ils disent effectivement que les camions vont suivre cet itinéraire en passant par Civrier, mais on sait exactement ce qui va se passer comme d'habitude, c'est qu'ils vont prendre au plus court. Et au plus court, ça va être comme là, ça va être Chasselet, Saint-Germain, et ils vont descendre le Spitz. Donc là, il y a aussi une énorme hypocrisie, mais le chiffre de camions qui est indiqué là ne prend pas en compte le tonnage qui viendra de Rieux, de Gerland et éventuellement de Bourbon, en plus. Oui, justement, c'est pas ce que dit le commissaire enquêteur. Parce que je lui ai posé la question avant-hier matin, puisque c'est un point qui vous avait alerté également. Il m'a assuré que les 52 camions de question prenaient en compte les 25 000 tonnes de stockage, donc les 17 000 qui viendraient de Villefranche, en y ajoutant ceux qui viendraient d'ailleurs, comme vous le disiez, déchargeant Bourgoin et permettant à Gerland et Rieux d'approvisionner le stockage de tension. Mais en fait, mais ça ne change pas le fond du problème. Hein. Non, parce que de toute façon, ça veut dire que ceux qui vont venir effectivement de Gerland, de Rieux, etc., dans le meilleur des cas, ils ne vont pas aller s'embêter à les ressortir à Villefranche. De l'île, c'est clair. Exactement. Alors que ça ne change pas le problème de fond. Exactement. Et dans le dossier, ce qui est clairement indiqué, c'est que le trajet qui sera fait par ces camions-là, c'est le trajet sorti N6, après reprendre le RD 51 côté Civrier, parce qu'il ne se passera jamais. Soyons très clair. Ils iront plus court comme d'hab, comme font la majeure partie des camions dans le camion gauche. Ouais. Mais oui, mais je pensais qu'il n'était pas intégré. C'est ce qui m'a répondu, ma foi.
D'accord. C'est pas très net dans le dossier. Ah non, là, il faut dire qu'ils ne sont pas très nets sur le transport parce qu'ils savent que ça va être une problématique majeure. Et quel est notre pouvoir, l'ensemble des conseils municipaux? Dans quelle mesure on peut Donner un avis. C'est donner un avis. Donner un avis. Voilà. Il faut l'étayer. Il faut l'étayer. C'est pour ça que moi je vous donne des éléments pour que vous faisons facile. Pour répondre précisément, on peut avoir un avis favorable avec des réserves ou défavorable. En fonction du débat qu'on aura, on aura vu. Et dans tous les cas, des arguments qui étayent. Bien sûr. Donc au niveau des transits des camions, si je reprends, bien sûr, on va avoir les encombrements, on va avoir aussi le bruit, la pollution auditive, on va avoir aussi bien sûr la pollution diesel, etc. Et ce qui m'amène à considérer le fait que c'est quand même le territoire de la métropole, la future métropole, qui va être touché. On ne parle pas dans l'enquête qu'il va y avoir Rieux, etc., qui va venir. Ce n'est pas prévu dans un premier temps. Ils mettent qu'il peut y avoir des entrants extérieurs. Mais ils ont été clairs. Ouais. Voilà, c'est vraiment... bon, ils ne sont pas clairs du tout sur cette situation. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils choisissent un site qui est sur 15 lieues, qui est dans la métropole. Donc moi je suis Baudor qu'il va y avoir des accords bien évidemment et se pose la question quand même de tout ce qui est qualité d'air avec la difficulté qu'on a sur la métropole déjà à gérer ce dossier de la qualité d'air qui est mauvais. On a aussi la qualité au niveau du bruit, les axes j'espère qu'ils seront revus parce que là ça va être le bruit va monter de la Saône, on va être touché de plein fouet. Si ça passe par le centre de Saint-Germain, ça sera pire. Ça sera terrible. Sachant que déjà la Muspaï, rue de la Paix, c'est déjà voilà, c'est déjà une autoroute à camion, un petit peu moins là depuis un an parce qu'ils ont été un petit peu refroidis, mais ça va revenir, je n'en doute point. Et on était déjà à un niveau sonore à l'orange de mémoire sur le dossier. Donc c'est quand même très important. Et puis, donc moi, je ne crois pas que toutes les données qui sont dans l'étude prennent en compte les potentiels à venir. Et toutes ces informations-là ne sont pas prises en compte. Alors, je sais. La première question, c'est pour quelle raison ils sont venus là. Alors, quand on en parle avec le site Préval, leur réponse, c'est on ne voulait pas mobiliser une zone soit au jour d'aujourd'hui agricole pour pouvoir poser une usine comme ça, et ils ont favorisé une zone de friche. C'est ce qu'ils répondent de manière récurrente lorsqu'on leur pose la question. Et je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ce dossier-là n'a pas été enclenché avant que Quincieux n'ait le projet d'entrer dans la métropole, enfin, dans le Grand Lyon. Ça, je ne sais pas non plus. Le projet, non. Enfin, la réalité, non, mais le projet est en gestation, puisqu'apparemment l'idée s'installer ici remonte à 3 ans. Voilà, c'est ça. Maintenant, la raison pour laquelle, qui nous est invoquée, j'ai pas d'avis dessus et j'ai pas de compétences, la raison pour laquelle ils le mettraient à cet endroit-là et la raison pour laquelle ils l'ouvriraient à d'autres centres, c'est ce qui leur permettrait de pouvoir gérer des éventuels arrêts, surplus sur différentes zones en fonction des différents incinérateurs, etc. etc. C'est possible, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus là exactement voilà, leur réponse c'est parce que c'est une zone de friche. Est-ce qu'ils ont le projet de mettre un incinérateur à côté? Apparemment non. Apparemment. D'après ce qu'ils disent, non, mais il y a quand même le traitement des mâches-fer, il y a quand même le traitement des encombrants et le tri. Il y a tout sauf l'incinérateur. Donc voilà. Il manque plus que l'incinérateur. Le terrain est un peu exigu pour un incinérateur. Mais on a de la place à côté. Et puis bon, il y a quand même la voie ferrée qui est juste à côté. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça serait des choses qui seraient faciles. Et puis en plus de ça, la réserve foncière qui est à côté appartient à Imerys. Et Imerys, enfin pour une partie, ne veut pas la céder parce que c'est ce qu'ils envisagent un jour comme étant éventuellement une zone de chargement de leurs produits par le train. Je sais pas, mais je suis dans la même interrogation que toi. On peut penser qu'il y a deux raisons qui viennent de l'entreprise qui pour l'instant traite les déchets du site Préval. La première, c'est que Bourgoin-Jallieu est en surabondance, puisqu'ils dépassent du double. Ils sont prévus pour 200 000, ils sont à plus de 400 000. Et puis il y a également
la question de la métropole. Je crois qu'il ne faut pas se cacher les choses. Je pense que ça servirait aussi de tout le monde, si on peut dire, pour faire un peu de souplesse à la gestion de Gerland et Rive. Ce dont ils ne se cachent pas. Voilà. Ça Quand on de manière publique. Quand on leur pose la question, le Citreval répond clairement, le but c'est pour le Il delta. faudrait bien qu'ils amortissent leur installation, puisque la montée à 25 000 tonnes par le seul Citreval sera quand même problématique. Alors, il y a deux aspects, si tu as fini, sur lesquels je voudrais attirer l'attention. Le premier, c'est que tu as parlé du stockage des mâches fer en maturation avec une fermeture non complète. On peut aussi argumenter sur le fait que pour l'instant, le stockage des mâches fer après maturation est en lieu ouvert. Donc, vent dominant, poussière plus fine. Je pense que l'environnement immédiat sera autant enquiquiné par les mâches fer en train de maturer que par ceux qui sont stockés en attendant. Parce que le commissaire enquêteur lui-même m'a dit que l'une de ses positions sera de demander le stockage en milieu fermé des deux stockages. C'est à quoi la Citreval s'est engagée? Il paraîtrait. Maintenant, c'est pas acté. En tout cas, ça mériterait que l'enquête soit retardée pour être reprise dans un dossier plus complet. Ils l'ont dit lors de la réunion qu'il y a eu entre Quincieux, le collectif. Voilà, mais bon, c'est dit, c'est pas écrit. Et ils disent toujours, ce n'est que du préliminaire. Un autre aspect sur lequel je voudrais qu'on revienne, parce que là, il concerne directement Saint-Germain, l'un directement, à travers les camions, c'est que le passage sous voie ferrée de Lyon-Roanne est un passage qui est resserré. Alors, je pense qu'il y aura un alternat à installer, mais il est surtout bas du passage. Et je fais l'hypothèse que nombre de camions ne pourront pas passer là-dessous, donc viendront par Saint-Germain pour contourner à Chasselet et s'en aller à Coulon. Donc je pense qu'on aura encore plus de camions que ce qu'on le redoute. C'est celui de Civrieux? Non, non, non. Celui qui est en amont des édits de Quincieux. Après le pont de la Pierre Blanche, à gauche. Et il est bas. Alors il n'est pas prévu qu'il passe par là. Si, si. Qui passe par là. Bien sûr que si. Forcément. On va partir au moins déjà. Forcément. Sans ça, il passe par Quincieux. C'est-à-dire qu'il va refaire le tour par échapper. Voilà. Il va refaire le tour par la route de Chasselet. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Il aura peut-être évité de partir à Chasselet et de partir par Lisieux. En tout cas, une partie d'entre eux passera plus à Saint-Germain que le pourcentage qu'on peut espérer limiter dans la répartition géographique. Je crois qu'il y a une question de taille là, qui vient encore compliquer les affaires. Et puis il y a quand même un aspect qui nous concerne tous sur la métropole, c'est que Quincieux a été repéré comme une zone vulnérable dans la mesure où des champs captants sont en train d'être testés pour alimenter dans le futur les réserves d'eau du Grand Lyon et environ, et que de mon point de vue, on ne peut pas prendre le risque d'avoir un stockage pareil en même temps qu'on fait des recherches sur des champs captants. Même si certains répondent que le terrain visé est en surélévation, on sait bien que l'eau, ça coule par gravitation. Donc on ne sait pas trop dans quelle nappe ça se retrouvera. Sachant qu'en plus de ça, apparemment, semble-t-il, la nature du sol de Quincieux n'est vraiment pas favorable à retenir ce type de... En plus, elle est très diverse, cette nature du sol. Elle est très fractionnée. Exactement. Ouais. Donc je pense que pour des raisons de protection de l'environnement, de protection des habitants, tous les aspects qu'on a dit, bruit, odeur, etc., on peut considérer que le dossier technique n'est pas capable de répondre à toutes nos interrogations. Est-ce que vous avez fini? Est-ce que tu vas parler de la lettre de... Je ne vais pas la lire une extenso. De toute façon, l'intégralité des éléments dont on a parlé et que l'on va mettre, ils sont dedans de toute manière. Mais enfin, on peut la lire. Oui, je pense qu'il faudrait bien attirer l'attention sur le fait qu'on est dans une position générale, mais aussi dans une position communale. Et ça a un impact qu'on ne perçoit pas forcément en première lecture. Et Chasselet est dans la même position quoi qu'il en soit. C'est ça. Mais je pense qu'elle apporte d'autres visions, la lettre de Thierry Brenou. Ça serait peut-être intéressant de prendre 5 minutes pour le lire quand même, parce qu'il y a d'autres éléments. Ou au moins des éléments qui n'ont pas été cités.
Alors, les éléments qui ont pas été cités. Protection de l'eau, ça c'est bien, on en parlait. Le périmètre riverain, alors donc c'est par rapport aux nuisances qui seraient produites à proximité du site. Alors ça concerne évidemment les maisons qui sont sur Quincieux, mais peuvent concerner d'autres maisons qui sont sur Port-Masson éventuellement. La problématique des vents dominants, alors en fonction des vents dominants, le bruit il sera envoyé d'un côté du lac de Saône, soit de l'autre côté, donc on le recevra plus ou moins. C'est comme ceux qui entendent le train en fonction du sens du vent. Tantôt on entend, tantôt on n'entend pas, même quand on habite juste à côté. Pour le développement durable, il y avait un argumentaire, mais dont on a parlé également, c'était sur la partie du transport et sur sur la nécessité de savoir exactement quel va être le statut de ces mâchères. Parce qu'à la fin, personne ne sait exactement si ces mâchères vont continuer à avoir un débouché intéressant dans le cadre des travaux publics. Donc là aussi, il y a un point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il y a une usine de stockage qui se produit. Il faut stocker les déchets, c'est sûr, et on préfère toujours que ce soit stocké en dehors de son territoire que chez nous, ça c'est sûr. Mais il se pose aussi des questions de savoir si ce système sera pérennisé ou pas. On a parlé également de la question qui est est-ce que c'est le premier pied qui mènera à l'installation de l'incinérateur ou pas. Bon, sur ce, je m'interroge, mais en termes de place, je rejoins assez M. David. La place qui est disponible là-bas me paraît assez contrainte. Et puis il y avait un argumentaire qui, moi je n'ai aucune information et je ne sais pas du tout, qui était sur les indemnisations des membres du conseil d'administration. Donc je vais vous les livrer, vous en ferez ce que vous voulez, je vais vous lire très exactement les termes de la lettre de M. Renaud et de Mme Montillet qui nous a été adressée et qui ont été adressées au commissaire enquêteur. Est-il exact que les élus membres du site Réval touchent une indemnité d'administrateur? De quel montant? Et est-il envisagé que des élus de Quincieux puissent en faire partie en cas d'implantation sur la commune qu'ils administrent? Voilà. C'est le dernier point dont on n'a pas parlé. Ce à quoi je n'ai strictement aucune réponse à vous apporter aujourd'hui, sauf d'autres personnes parmi les conseils municipaux en ont. Voilà. Bon. Ça fera un certain nombre d'arguments qui ont été notés avec attention et sinon qui seront repris. L'enregistrement, ça peut aussi nous aider à ça. Ce que je propose à tout le monde, c'est que l'intégralité de ces arguments, il va falloir les ordonner et les développer. Vous voulez passer? Voilà, ce que je propose, c'est que je les classe en fonction des différents points par rapport aux interrogations qu'on a. Et puis je les ferai circuler entre vous tous. Et puis, en revanche, il faudra qu'on se donne, Cécile, la deadline. Le problème, c'est qu'il ne faut pas trop tarder. Voilà, c'est ça. On a publié quelque chose hier. Voilà. Non, mais on a 15 jours pour rendre. Oui, non, mais. Voilà. Oui. Faut pas. Du coup, on n'a plus de délai de rattrapage. Voilà, je suis d'accord avec vous. Avant. Vous avez une rapidité impressionnante. Ah, ben oui. Avant demain soir. Donc je vous enverrai le mail vers 2-3 heures du matin et je vous demanderai de m'y répondre avant 6 heures. Voilà. De manière à ce que j'ai l'intégralité des informations qui soient disponibles à vite. De sorte à ce que ça soit peut-être s'assurer de la vie pour le conseil municipal. Si vous voulez, on se retrouve tous à 6 heures du matin, on se refait avec la TT 300. Voilà. Non, on va donc passer On va passer au vote concernant cet avis d'enquête publique, compte tenu de l'ensemble des arguments qui viennent de vous être exposés. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas certain. Je vais démarrer ça pour une fois à l'envers. Je vais vous demander qui est contre. Et c'est l'unanimité. Comme ça, le problème est réglé. Donc l'avis est formulé. Et effectivement, l'ensemble des arguments vont devoir être facilités. C'est pour des questions de ces congés. Donc je vous demanderai. Voilà, je vous demanderai juste de. Non, blague à part, midi, ça serait bien si je pouvais alors. Oui, c'est ça. Ok. Il y avait ensuite à l'ordre du jour du Conseil des questions diverses, au nombre de 2 en l'occurrence. L'une concerne les travaux pour l'enfance jeunesse pour les questions de date, de 3. Cyril, tu te sens concerné ou pas du tout?
Tout à fait. Disons que le pôle enfant jeunesse a pris un petit peu de retard, donc il sera ouvert courant janvier, c'est-à-dire avec une réception qui va être prononcée certainement mi-janvier, puisqu'on a eu un petit souci de séchage de dalles. Et pour éviter d'avoir des mauvaises surprises et un sol qui pourrait être amené à cloquer, on a préféré attendre que le taux d'hygrométrie de la dalle soit atteint, du moins que le degré de séchage soit conséquent pour poser le sol. Donc on posera le sol début d'année et on finira les travaux dans la foulée. Donc voilà. Donc une réception prononcée semaine 2 ou au plus tard semaine 3 de l'année 2015. On a quand même le délai de séchage le plus long du monde pour une dalle. Effectivement, ça fait 4 mois que la dalle a été coulée et aujourd'hui c'est un vrai mystère. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ok, voilà. C'est pour cette information-là. Question, est-ce que le cheminement piéton qui est à l'arrière, il sera ouvert aussi en même temps que la réception du bâtiment? Le cheminement piéton sera ouvert. Alors, il faut savoir, peut-être pas immédiatement, c'est-à-dire qu'on a prévu de remettre en état les 2 portails, donc par le biais du service technique, donc on va les faire décaper au préalable et les remettre en état. Le décapage va être fait par une entreprise extérieure qui fait de l'hydrogommage, mais le problème avec des conditions humides, etc., et des conditions un peu de gel, ils ne peuvent pas intervenir. Donc ça sera un petit peu les conditions climatiques qui vont définir l'intervention de cette entreprise. Et dès qu'on aura décapé les 2 portails, on pourra les remettre en état et après ouvrir effectivement l'allée. Est-ce qu'on a vraiment besoin au passage payeur d'avoir cette intervention de dégagage des peintures avant d'ouvrir le portail? Rien ne nous empêche de le faire et puis de prévoir le moment. C'est-à-dire que, oui, si ça traîne, effectivement, on pourra laisser le portail en position ouverte. Et oui, tout à fait. D'accord. Pour mener avec ce champ. Ok, et puis il y avait un second point qui consiste simplement à vous dire que cette année, la cérémonie des vœux aura lieu le samedi 10 janvier prochain à 14h30. On réunit les vœux, la galette. Je ne sais pas si Corinne, tu as un mot spécial à nous dire là-dessus. C'est la façon dont les choses vont se passer, peut-être. Donc en fait, oui, c'est à l'occasion de la cérémonie des vœux habituels, en lien avec l'Henri-Brocard sur l'animation des quartiers, de la société, etc., et le CCAS. On prévoit que la galette soit ouverte à l'ensemble des Saint-Jamois. Et ce sera un après-midi des festifs avec une intervention du CAGE, une intervention de l'école de musique, et ensuite un temps de partage tous ensemble avec des espaces de jeux de cartes, des espaces pour les enfants, des jeux de Scrabble. On va passer l'après-midi ensemble pour démarrer l'année. Voilà, on verra tous. Alors les aînés recevront une invitation. En leur demandant de répondre, simplement pour qu'on puisse leur installer un coin avec des tables et des chaises, en fait, qu'ils aient un lieu un peu confortable. Voilà. On verra tous. Voilà, et ça se passera donc le 10 janvier prochain à 14h30. Enfin, à partir de 14h30, ça m'arrive aussi. Pardon? C'est tout bon? Bon, c'est parfait. C'était le dernier conseil municipal de l'année 2014. Donc, je déclare la séance levée et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonne fête.